Nous passons beaucoup de temps à parler de ce que Mars fera au corps. La perte de densité osseuse, l'atrophie musculaire, l'exposition aux radiations qui s'accumulent au cours d'un voyage durant la majeure partie de l'année, la contrainte cardiovasculaire liée à une gravité qui ne représente que 38% de celle que le corps humain a évolué pour tolérer. Ce sont de vrais problèmes, avec de réelles conséquences en matière d'ingénierie, et ils attirent beaucoup l'attention, à juste titre. Mais une menace rôde sur Mars, contre laquelle aucun bouclier thermique ne protège. Qu'aucun médicament contre les radiations ne peut atténuer, qu'aucun entraînement physique en centrifugeuse ne peut préparer une personne. Ce n'est pas l'atmosphère raréfiée. Ce ne sont pas les perchlorates présents dans le sol. Ce n'est pas la température qui oscille entre 95 degrés F et 70 degrés F entre une nuit d'hiver martienne et un après-midi chaud sous l'équateur. C'est la lente et silencieuse désillusion de soi. Les premiers humains qui poseront le pied sur Mars n'échoueront pas à cause d'une défaillance de leur équipement. Ils ne connaîtront pas de défaillance due à une erreur de calcul lors de la mise en orbite, à une rupture de pressurisation ou à une tempête de poussière qui ensevelirait les panneaux solaires. Ils peuvent échouer pour une raison qu'aucune liste de contrôle des prérequis n'inclut actuellement. Parce que Mars cessera d'être la destination et la Terre cessera d'être le foyer. Et quelque part entre ces deux faits, la volonté de revenir disparaîtra tout simplement. Le lancement sera extraordinaire. La foule, le compte à rebours, le moment où les moteurs s'allument et où le sol se dérobe sous leurs pieds. Pendant la première heure du transit, la Terre remplira les fenêtres. Le contour familier des continents, la spirale blanche d'un système météorologique au-dessus du Pacifique. La ligne de démarcation entre le jour et la nuit se déplaçait lentement à la surface de la planète qui abritait les cellules de chacun des équipages. Et puis, il commence à rétrécir. Pas de façon spectaculaire, pas d'un coup. Elle diminue progressivement au fil des jours. La façon dont la lumière change avant un orage. Assez progressif pour que vous ne remarquiez pas chaque changement individuel. Seule la différence cumulée sera prise en compte lors de votre nouvelle vérification. Au bout d'une semaine, la Terre est un disque que l'on peut recouvrir avec le pouce. Au bout d'un mois, ce n'est plus qu'un point lumineux, que l'on ne distingue des étoiles qui l'entourent que parce qu'on sait de quelle étoile il s'agit. Au bout de 3 mois, vous aurez parcouru 140 millions de kilomètres. Ça n'a l'air de rien. Il n'y a rien que l'on puisse désigner du doigt et dire « Voilà d'où je viens ». C'est un point lumineux dans un champ de points lumineux. Et les gens qui s'y trouvent, votre famille, vos enfants, tous vos amis, toutes les rues que vous avez parcourues, vous sont inaccessibles d'une manière qu'aucune expérience humaine antérieure n'a jamais engendrée. Les psychologues qui étudient l'effet de perspective, ce changement cognitif documenté que les astronautes rapportent lorsqu'ils voient la Terre depuis l'espace, se sont concentrés presque exclusivement sur ces dimensions positives. Le sens de la perspective, la désillusion des frontières, le sentiment d'appartenir à une seule et même espèce fragile. Ils ont été moins attentifs à ce qui se passe lorsque l'effet s'inverse. Quand la distance n'éclaircit pas, mais rond. La maison ne paraît pas seulement plus petite. Il cesse d'être un point de référence. L'esprit qui s'oriente en partie grâce à la connaissance de son origine et de son lieu de retour perd l'un de ses points d'ancrage. L'option de retour existe toujours techniquement dans l'architecture de la mission. Elle existe sous forme de trajectoire, de budget carburant, de fenêtre de départ programmée, mais elle cesse d'exister en tant que réalité ressentie. Et c'est cette réalité ressentie qui fait fonctionner le psychisme. Le désir qui comble ce vide n'est pas tout à fait le mal du pays. Le mal du pays est le désir d'un lieu que l'on peut atteindre. Ce que les colons de Mars vivront est quelque chose qui n'a pas de nom commun. Le deuil d'un lieu qui n'a pas disparu. Mais, pour les besoins pratiques du système nerveux humain, cela est devenu inaccessible. Ce n'est que la première étape. Ce qui se passe lorsqu'ils arrivent réellement, c'est là que le vrai travail commence. Le cerveau humain a évolué dans un monde en perpétuel mouvement. Le vent souffle dans l'herbe, ombre de nuages traversant un flanc de colline. Le bruit de l'eau, l'odeur de la terre après la pluie, l'infinie variation du verre.
Non pas un seul vert, ni deux, mais des centaines de verts changeant au gré de la lumière, de la saison et de l'angle de vue. Le système sensoriel humain est conçu pour traiter un monde d'une complexité implacable et stratifiée. Et cela se produit continuellement, même lorsque l'esprit conscient est concentré ailleurs. Le bourdonnement de fond du monde vivant n'est pas du bruit. Il s'agit de maintenance. Cela permet au cerveau de rester en phase avec la réalité. Mars n'en offre pratiquement rien. Le paysage est monochrome, d'une manière que les photographies ne rendent pas pleinement. Non pas une seule couleur, mais une seule texture, une seule échelle, une seule absence de mouvement sur un terrain qui s'étend jusqu'à un horizon plus proche que celui de la Terre, car la planète est plus petite, ce qui rend le vide plus total, et non moins. Le ciel n'est pas bleu. Le sol n'est pas vert. Rien ne pousse. Rien ne bouge, hormis quelques tourbillons de poussière occasionnels. Et même celle-ci reste silencieuse à l'intérieur d'un costume. La température varie de 95 degrés F aux pôles en hiver à environ 70 degrés F près de l'équateur par une journée chaude. Mais les colons n'en ressentiront jamais rien. Ils seront toujours à l'intérieur d'une combinaison ou d'un habitat, séparés de l'environnement par des dispositifs techniques qui les maintiennent en vie et les protègent du contact avec la planète. Les neurologues appellent ce qui se passe ensuite une hypostimulation chronique. Le cerveau privé des informations sensorielles qu'il attend et dont il a besoin commence à combler les lacunes par d'autres moyens. Les souvenirs deviennent plus vifs et plus intrusifs. L'esprit rejoue des environnements familiers, la cuisine d'une maison d'enfance, la qualité particulière de la lumière de l'après-midi à travers une fenêtre spécifique, avec une intensité que les états oniriques égalent parfaitement. Certains sujets participant à des études d'isolement de longue durée rapportent des intrusions sensorielles. L'odeur de quelque chose qui n'est pas là, un son qui s'arrête lorsqu'il se tourne pour le localiser, des mouvements périphériques dans une pièce où rien ne bouge. D'autres font état du contraire, d'un aplatissement. Aucune hallucination, mais une anesthésie. Le cerveau, ne trouvant rien d'intéressant dans l'environnement disponible, réduit progressivement l'investissement qu'il consacre à son traitement. Les couleurs semblent plus ternes. Les sons semblent plus faibles. Le temps qui passe devient à la fois plus rapide et plus dénué de sens. Les recherches menées lors des croisières hivernales en Antarctique, l'analogue durable le plus proche du confinement à la surface de Mars, identifient systématiquement l'aplatissement sensoriel comme l'un des indicateurs les plus précoces et les plus fiables de la détérioration psychologique. Au moins, en Antarctique, il y a du climat. On y entend le bruit du vent. On y trouve des pingouins, l'océan, des aurores boréales occasionnelles et la certitude que le vol de ravitaillement arrivera dans quelques mois. Mars ne possède rien de tout cela et les possède depuis plus longtemps. 18 mois, c'est la limite inférieure de l'estimation. Entre 18 mois et 3 ans après l'atterrissage, selon les schémas documentés des communautés isolées à travers l'histoire, les colons cessent de se considérer comme des terriens travaillant sur Mars. Ils commencent à se considérer comme des habitants de Mars. Ceci n'est pas une métaphore. Il s'agit d'un processus psychologique documenté, présentant une trajectoire cohérente dans des contextes aussi différents que les expéditions en Antarctique, les déploiements de sous-marins et les communautés montagnardes isolées qui développent des identités distinctes après avoir été coupées des populations environnantes pendant une génération, voire moins. Le mécanisme est simple. L'identité est sociale et la réalité sociale est locale. Les personnes physiquement présentes, qui partagent les repas, qui réagissent en temps réel, qui subissent les mêmes pressions, les mêmes rythmes et les mêmes dangers, deviennent le principal groupe de référence. Leurs opinions comptent davantage. Leurs jugements ont plus de poids. Leur approbation est plus immédiatement satisfaisante que n'importe quel message de la Terre, aussi bienveillant soit-il, qui arrive après un délai de signal de 18 minutes et un temps de réponse qui se mesure en heures. La colonie développera son propre vocabulaire, un langage privé qui, à l'origine, servait d'abréviation pour les procédures techniques et qui est progressivement devenu un dialecte que les étrangers ne comprendraient pas pleinement. Rituel lié au calendrier martien. Les colons connaîtront la durée d'une journée martienne, 24 heures et 37 minutes, non pas comme un fait technique, mais comme une expérience vécue,
comme le rythme auquel leurs corps se seront adaptés. Des références internes, des histoires partagées, une mémoire collective d'événements critiques et de petits triomphes qui soudent le groupe d'une manière qu'aucune relation terrestre ne peut égaler, car personne sur Terre n'était présent. Les communications terrestres vont progressivement changer de nature. Les premiers messages seront longs et denses, témoignant des efforts des colons pour maintenir le contact malgré la distance. Avec le temps, ils raccourciront. Non pas parce que les personnes restées sur Terre sont moins aimées, mais parce que l'effort cognitif consistant à traduire leur réalité actuelle en des termes compréhensibles par une personne n'ayant jamais mis les pieds sur Mars devient épuisant. L'écart entre ce qu'ils vivent et ce qui peut être communiqué par-delà cet écart va se creuser jusqu'à ce que les messages ressemblent à de la correspondance diplomatique. Polie, soigneusement formulée, fondamentalement impersonnelle. La maison est l'habitat. Le sas d'entrée est un sas spécifique qui se trouve légèrement bloqué sur le côté gauche et qui nécessite une technique particulière pour être ouvert. Le foyer, c'est la vue depuis le hublot au début du matin martien, lorsque le ciel passe du noir à un gris rosé terne et que la poussière sur l'avion à l'extérieur capte les premières lueurs du jour. La Terre a cessé d'être un foyer quelque part au cours de la 2e année. Et aucun des colons ne peut indiquer le jour exact où cela s'est produit. Mars est activement hostile à la vie humaine. Pas passivement hostile, pas simplement inhospitalier. Actif, continuellement, totalement hostile. L'atmosphère est composée à 95% de dioxyde de carbone, à une pression équivalente à celle ressentie à environ 100 000 pieds au-dessus de la surface de la Terre. La dose de rayonnement provenant des éruptions solaires et des rayons cosmiques galactiques à la surface, sans la protection du champ magnétique terrestre et de l'épaisse atmosphère, dépasserait la limite de la carrière d'un astronaute en quelques années seulement. Les percolats et le régalite sont toxiques. Une brèche dans une combinaison au mauvais endroit serait fatale en quelques minutes. Et pourtant, les psychologues appellent cela la justification de l'effort. Plus on a fait de sacrifices pour quelque chose, plus notre esprit en surestime la valeur. Car l'alternative, admettre que le sacrifice n'en valait pas la peine, est une forme d'autodestruction à laquelle la psyché humaine résiste activement. Les colons auront renoncé à plus que presque aucun être humain dans l'histoire ne l'a fait volontairement. La sécurité physique, le confort, la liberté de mouvement, l'air respirable, le temps libre qui caractérise la vie ordinaire. Ils auront renoncé à la spontanéité. Chaque décision prise sur Mars nécessite une liste de contrôle. Rentrer chez soi reviendrait à reconnaître que le prix à payer était trop élevé. L'esprit procède alors à un changement de perspective. Le silence, qui était autrefois oppressant, devient précieux. La monotonie rouillée qui autrefois provoquait une privation sensorielle devient paradoxalement belle. La beauté singulière d'un monde qui ne se plie pas à vos exigences, qui ne fait aucune concession aux préférences humaines. C'est exactement cela, et rien d'autre. Le danger physique, qui ne diminue jamais, devient source de sens plutôt que de détresse. Vivre sur Mars est difficile. Cette difficulté devient identité. Les messages transmis aux familles véhiculeront cette nouvelle orientation d'une manière que les destinataires ne comprendront pas tout à fait. Il faudrait être sur place pour l'obtenir. Sans dédain. C'est tout à fait vrai du point de vue des colons. Le cadre de référence a tellement changé que l'abondance de la Terre, son bruit, sa météo, ses foules, son ciel bleu et sa végétation luxuriante semblent, vus de l'extérieur, presque excessifs, presque du gaspillage. Pourquoi a-t-on besoin d'autant de stimulation ? Ce n'est pas de la folie, c'est une adaptation. L'esprit humain est extraordinairement doué pour trouver du sens à n'importe quel environnement. Les colons ne sont pas brisés. Ils fonctionnent. Fonctionnant selon un ensemble de valeurs et de perceptions que Mars a sélectionnées depuis des années parmi toute la gamme des possibilités psychologiques humaines. La planète est devenue le ravisseur et les colons se sont adaptés pour l'aimer. Le délai de communication est le mécanisme qui transforme la distance psychologique en séparation permanente. La lumière met entre la Terre et Mars entre 4 et 24 minutes, selon la position des deux planètes sur leurs orbites respectives. Cela signifie que le temps minimum d'aller-retour pour un échange simple
une question et une réponse, est de 8 minutes. À séparation orbitale maximale, ce délai est de 48 minutes. Une conversation en temps réel est physiquement impossible. Les appels vidéo tels que nous les connaissons, avec leurs échanges en direct d'expression, de réponses, de pauses et d'interruptions qui constituent une véritable communication humaine, n'existent pas entre la Terre et Mars. Chaque communication devient une lettre, un monologue envoyé dans le silence, la réponse arrivant des heures ou des jours plus tard, écrite sans avoir pu constater l'effet du message précédent. La boucle de rétroaction émotionnelle qui entretient les relations. La façon dont une expression faciale modifie ce que vous dites ensuite. La façon dont le ton de la voix transmet des informations que les mots seuls ne peuvent pas transmettre est totalement rompue. Il ne reste que du texte, de l'audio et de la vidéo d'un visage parlant face caméra, un public qu'il ne peut pas voir. Les colons vont essayer. Durant les premiers mois, ils s'y attelleront avec acharnement, rédigeant de longs messages pour tenter de combler le fossé, organisant des séances de visionnage partagées où les deux parties regarderont le même film simultanément, puis échangeront leurs réactions avec un certain décalage, entretenant ainsi la fiction d'une expérience partagée de part et d'autre de la distance. Il faut plusieurs minutes pour traverser ce feu. Puis, progressivement, l'effort dépassera le bénéfice. Les relations qui ont nécessité le plus d'entretien seront les premières à s'estomper. Non pas parce qu'ils étaient moins aimés, mais parce qu'ils étaient plus exigeants. Et la capacité cognitive requise pour des relations exigeantes est limitée. Les appels seront plus courts et moins fréquents. Puis, pour certains d'entre eux, cela s'arrêtera complètement. Pas avec une rupture. Sans cela, l'absence deviendra tout simplement la nouvelle norme. Et lorsque le dernier lien émotionnel se rompt, lorsqu'il n'y a plus personne sur Terre dont l'absence provoque une véritable douleur quotidienne, la question devient concrète. Et, pour la première fois, on peut y répondre. Pourquoi revenir ? Le voyage de retour consiste en des mois de transit dans un vaisseau spatial confiné, suivi d'une rééducation pour un corps qui s'est adapté à un champ gravitationnel représentant 38% de celui de la Terre et qui doit maintenant réapprendre à fonctionner sous le poids total de la planète sur laquelle il a évolué. Selon certaines projections, la réhabilitation prendra des années. La destination est une planète peuplée de gens qui n'y étaient pas, qui ne savent pas ce que ça sent à l'intérieur de l'habitat à la fin d'une semaine martienne, qui n'ont pas vu la tempête de poussière qui a duré 40 jours, qui poseront des questions auxquelles on peut répondre, mais qui n'auront pas de sens car l'expérience d'avoir été sur Mars ne se transmet pas par le langage. La première colonie martienne ne se terminera pas par une catastrophe à la une des journaux. Cela ne se terminera pas par une explosion, une panne de système ou un signal de détresse désespéré arrivant sur Terre trop tard pour qu'on puisse y répondre. Cela pourrait se terminer de façon plus calme et plus étrange. La décision progressive et volontaire des êtres humains de rester où ils sont. Non pas parce qu'ils sont piégés, mais parce qu'ils ont cessé d'être certains que l'alternative est meilleure. Il ne s'agit pas d'un échec de la planification de la mission. Il ne s'agit pas d'un échec des critères de sélection, du soutien psychologique ou de l'infrastructure de communication. Voilà à quoi ressemble l'adaptation quand il n'y a nulle part où s'adapter en retour. Chaque principe psychologique abordé ici est documenté. Les effets de la privation sensorielle sont bien réels. La formation d'une identité de groupe est réelle. L'effort est justifié. Le problème du délai de communication est lié à la mécanique orbitale et aucune technologie ne peut l'éliminer. La seule variable est la manière dont ces forces se combinent au sein d'un groupe spécifique de personnes spécifiques, dans un habitat spécifique, sur une planète spécifique. Nous ne connaissons pas encore la réponse, mais nous la connaîtrons. La première équipe à atterrir sur Mars est déjà, d'une certaine manière, en préparation. Leur psychologie est mesurée, modélisée et prédite par des personnes qui ont consacré leur carrière à étudier les effets de l'isolement sur le psychisme humain. Ce qu'aucune de ces études ne peut prédire, c'est le moment où le dernier membre de l'équipage lèvera les yeux vers le point pâle de la Terre, dans le ciel nocturne martien. La bille bleue qui les a lancés, qui les a créés, qui contient tous ceux qu'ils ont aimés et qui, pour la première fois, ne ressent rien de particulier. C'est à ce moment précis que réside le piège. Mars ne menace pas seulement le corps, elle menace la décision de partir.
Et c'est peut-être là le plus grand danger, un danger que personne ne prend en compte. Si vous voulez comprendre ce que Mars a déjà perdu, ce qui est arrivé à une planète qui, selon certains témoignages, n'était pas tout à fait semblable à celle-ci, regardez Mars, le cimetière du système solaire. C'est juste ici.